Transforming African Heritage into Wealth, quand les savoirs ancestraux africains redéfinissent le soin thérapeutique contemporain. Aujourd'hui, nous accueillons Nadrelli, une marque de soins thérapeutiques dédiée aux peaux sensibles, réactives et héritées. Nadrelli s'inscrit dans une démarche profondément holistique où la peau est considérée comme un organe vivant, intimement lié à notre bien-être global. En puisant dans les traditions africaines et des ingrédients ancestraux comme le gombo, le bissap, le tamarin ou le nîmes, la marque propose une vision du soin à la fois minimaliste, thérapeutique et respectueuse, loin des artifices proches de l'essentiel. Bonjour Nadrine, je vous Bonjour propose Agnès. de vous présenter et de nous dire un peu vos activités. Donc, rebonjour Agnès, merci de m'avoir invité. Donc, je suis Castelli, je suis la fondatrice de Nadrelli. Et Nadrelli, c'est une marque de soins thérapeutiques ancestraux, comme vous l'avez dit, qui est profondément inspirée des traditions africaines. Donc, ce que nous faisons, c'est développer des produits qui sont pensés surtout pour les peaux modernes qui sont aujourd'hui hypersensibles, réactives, fragilisées, mais avec une approche ancestrale minimaliste axée sur l'essentiel. Donc on utilise des ingrédients qui sont utiles, des formules qui sont sobres. Donc il y a une vraie cohérence entre le soin de la peau et l'équilibre intérieur. On essaie vraiment de mettre ça en avant le plus possible. Donc si vous voulez, mon travail avec Nadrelli, ça consiste surtout à transformer les savoirs ancestraux en solutions contemporaines, efficaces et respectueuses de la peau. Ok, alors, Nadrelli s'adresse à un segment très spécifique, les peaux sensibles et réactives. Comment analysez-vous aujourd'hui le potentiel de ce marché, notamment dans un contexte où les consommateurs recherchent de plus en plus de soins sains, simples et thérapeutiques? Alors, je peux dire que malheureusement, ce segment est un marché en pleine expansion parce que les habitudes de la vie moderne, le stress ambiant, nos habitudes alimentaires ne vont faire qu'alimenter ces maladies-là. Donc, de plus en plus, on aura des peaux hypersensibles, enflammées, et donc, malheureusement, ce sera un segment en pleine croissance. Est-ce que vous observez une prise de conscience croissante autour de la santé de la peau plutôt que de la simple esthétique? Oui, ça se voit. Il y a quand même quelque part une prise de conscience. On fait de plus en plus le lien entre l'état de ma peau et ce que je mange au quotidien. Et c'est louable. Je pense que ça va dans ce que nous voulons promouvoir. Et revenir à ces choses-là, ce n'est que revenir à nos habitudes ancestrales, hein, parce que les anciens faisaient le lien très clair entre notre beauté et notre santé. Et c'est ça qu'on veut remettre au centre du soin. Alors, comment cette vision du soin holistique influence-t-elle votre modèle de développement? Oui, c'est pour cette raison que nous, on a choisi d'intégrer dans nos formulations des ingrédients qui sont bruts, des choses qu'on mange, parce que les choses qu'on mange et qui font du bien à notre corps sont également les mêmes ingrédients qui font du bien à notre peau. Donc on utilise par exemple des huiles végétales complètement comestibles et jamais d'huile minérale. On utilise des principes actifs qui sont issus de l'alimentation africaine traditionnelle et puis, on va ajouter à ça la rigueur scientifique d'aujourd'hui. Alors ça, c'est très intéressant parce que du coup, j'aimerais bien parler un petit peu avec vous de formulation parce que souvent, on se dit que les produits naturels, il n'y a pas de formulation parce que il n'y a pas de conservateurs ou d'ingrédients actifs chimiques. Et du coup, les gens ne se posent pas vraiment cette question de formulation. Mais du coup, travailler avec des ingrédients traditionnels africains, tout en répondant aux exigences contemporaines du soin thérapeutique, je pense que ça doit impliquer certains défis. Et du coup, selon vous, quels sont les principaux enjeux en matière de formulation, de sécurité et de réglementation par rapport à la formulation de produits ancestraux? Enfin, en tout cas, qui suivent un peu Mhm. la pensée ancestrale. Mais oui, alors le défi avec tout ce qu'on fait,
c'est de pouvoir utiliser des ingrédients ancestraux sans les dénaturer. Parce Ok. que, vous savez, voilà, il y a les exigences de sécurité moderne qui nous demandent parfois de chauffer beaucoup les préparations et tout ça. Donc, il faut garder cet équilibre-là. Donc, les normes de sécurité, c'est pour la protection du consommateur. Donc, on va pas aller contre ces règles-là. Mais on va aussi essayer de ne pas dénaturer, de dénaturer le moins possible ces savoir-faire parce que ce sont des solutions efficaces. Et donc, elles sont efficaces parce qu'elles sont formulées d'une certaine manière. Donc, on essaie de préserver le plus possible. Et c'est là que se trouve le challenge parce que c'est vraiment un jeu d'équilibre qu'il faut savoir préserver. Et du coup, expliquez-nous un petit peu votre processus de formulation, votre, votre équipe. Parlez-nous un petit peu des règles justement que vous devez respecter par rapport à ça. Les règles locales et puis les règles internationales qui sont aussi vos challenges, car j'imagine que vous vendez aussi à l'international. Oui, nous vendons à l'international, mais on n'a pas encore de certification pour être une marque qui est représentée, par exemple, dans l'Union européenne. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous expédions nos produits dans les pays où c'est autorisé de... La vente de nos produits est autorisée. Voilà. Ok, donc Donc, c'est-à-dire, donc, dans nos formulations, par exemple, ce qu'on fait, c'est que une technique de conservation ancestrale, c'est la fermentation. Donc, on utilise la fermentation et qui aide non seulement à décupler la puissance des actifs, et la fermentation, vous savez qu'elle est utilisée aussi dans la cosmétique asiatique. Mais voilà, oui. et c'est bon de savoir que ici, depuis toujours, les anciens utilisaient ça aussi dans les pratiques africaines. Donc nous, on remet ça dans la plupart de nos savons. Vous avez des formules qui sont fermentées. Et puis chaque fois que c'est possible, on va les travailler à froid. Donc on utilise beaucoup la congélation, ce genre de choses, pour ne pas que ça surchauffe. Voilà. Hmm. Et puis, vous avez parlé de comment nous faisons pour vendre sur le territoire en Europe, dans la Oui, diaspora africaine. oui, quels sont, en fait, moi j'aimerais comprendre les challenges locales les challenges locales et challenges aussi de réglementation entre pays africains. Et puis après, oui, bien sûr, à l'international, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, je vous ai trouvé sur Instagram. Donc, si moi, je vous trouve sur Instagram, et j'ai eu envie d'acheter vos savons aussi. Donc, forcément, Merci. vous devez être sur plusieurs marchés et l'ancestralité faite correctement sur plusieurs marchés a a des spécificités, des challenges bien spécifiques. Oui, alors, notre objectif un jour, hein, c'est d'avoir vraiment les certifications européennes pour vendre, pour avoir le droit même d'être une marque enregistrée et qui peut vendre en masse sur le marché européen parce que ça, le marché est là et il attend des produits Oui, comme les nôtres. Mais en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de la Côte d'Ivoire, les gens peuvent commander et on les fait livrer par voilà, par les transporteurs qu'on connaît, DHL et puis d'autres sociétés privées aussi. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant. Maintenant, la réglementation ici en Côte d'Ivoire, vous avez des laboratoires de certification qui existent. C'est-à-dire que vous envoyez vos produits quand ils sont déjà formulés et puis on va vérifier la toxicité, s'ils sont sans danger pour le consommateur et à partir de ce moment-là, vous avez l'autorisation. Et après, vous allez demander l'autorisation de mise sur le marché. Donc, notre législation, globalement, voici ce que je peux en dire. ok. Mais du coup, c'est abordable, c'est plus cher qu'en Europe, ça met plus de temps, ou bien c'est assez approchable et avoir une certification en Afrique, c'est quelque chose de relativement facile. Euh, c'est accessible, je dirais pas facile, mais c'est accessible et ça coûte certainement moins cher qu'en Europe, mais c'est pas, je vous dirais pas, c'est abordable. Parce que les petites marques qui viennent de commencer, il faut vraiment euh,
souvent besoin d'années d'exercice avant d'avoir tous les fonds, surtout quand vous avez plusieurs produits comme nous, hein. Voilà. Bien sûr. Et vous, du coup, ça fait combien de temps que vous existez? On va sur notre quatrième année. Ah oui, quand On même. est encore jeune. Oui, mais 4 ans, c'est un petit peu ce qui détermine la longévité, si une marque peut tenir ou pas, justement. C'est dépasser déjà les 3 ans d'une marque, c'est que on est sur quelque chose de plutôt solide, en fait. Donc bravo, congratulations. Merci. C'est grâce à Euh, vous, hein. C'est la ah communauté qui oui, fait. et du coup, quel est votre background par rapport à la beauté? Moi, je suis documentaliste de formation et je suis quelqu'un qui a connu la maladie. Et à un moment donné, je me suis posé, après plusieurs dizaines d'années d'errance médicale, hein, j'ai compris une chose. Si moi-même je ne deviens pas acteur principal de ma santé, je n'irai pas bien. Donc j'ai commencé à me renseigner énormément sur le fonctionnement du corps humain et j'ai implémenté énormément de changements dans ma vie, dont les produits de beauté. Je les ai tous jetés, je suis revenu aux beurres végétaux, les huiles végétales pures, mais j'ai vu que quand même ça n'apportait pas ce que je recherchais en termes de rendu. Donc j'ai commencé à rechercher un peu autour de moi sur le marché en Côte d'Ivoire et à poser énormément de questions et les marques existantes, bon, je tombais sur des interlocuteurs qui n'aimaient pas répondre aux questions. Voilà, et Ah, donc j'ai commencé moi-même à fabriquer mes produits. Et puis autour de moi, les gens aimaient. Ça coïncidait aussi avec une période de ma vie où j'avais envie de m'exprimer, de créer quelque chose. Et donc c'est comme ça que voilà, la ok. marque, Et donc, quand vous dites vous avez commencé, parlez-moi justement un peu plus en détail. Comment avez-vous commencé? j'ai commencé mon premier produit, c'était chez ma sœur. Ok, Donc à la maison dans son salon. Voilà, j'ai fabriqué un lait de corps avec du bissap. Et ce lait, il est ok, vendu jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et donc, j'ai fabriqué, je lui ai donné, je lui ai laissé le produit. Et après quelques semaines, elle m'appelle et dit, mais le lait que tu as fait, mais c'est bon. Je dis, ah bon, elle dit oui. Non, mais donc, c'est ça, en fait, qui... Voilà, c'est comme ça que... Elle dit, mais tu peux le vendre et tout. Et comme je dis, c'était une période de ma vie où vraiment j'avais besoin de faire quelque chose pour ne pas sombrer. Et puis voilà, c'était le bon projet au bon moment. Voilà. ok. Et du coup, maintenant, votre production, elle ressemble à quoi? Vous êtes sur une ferme, vous êtes à la campagne, vous êtes en ville, vous... Donc, je suis dans une banlieue d'Abidjan qu'on Mhm. appelle Bingerville. Et Ah c'est oui, là où je il y a... connais bien. Ah bon? Oui, Et oui. c'est là que, voilà, on a notre atelier de production. Un atelier de production. On a fait des travaux récemment pour améliorer encore, pour se rapprocher encore plus des normes parce que nous, on vise non seulement les normes ivoiriennes, mais aussi un peu plus les normes internationales et tout. Donc, même si c'est un Mhm. petit espace, mais même dans ce petit espace, on veut respecter tout ce qui est circulation et tout, et voilà. Et du coup, quelles sont les normes ivoiriennes? Oh, les normes, comme on est dans un pays qui est vraiment très humide, donc il faut avoir par exemple un inspecteur, un thermomètre, il faut avoir une salle de réunion, il faut avoir un système de lavage des mains, etc. Mais voilà. Donc nos normes sont liées surtout à nos réalités. On sait comment c'est dur d'entreprendre dans notre pays et je pense que nos autorités ne sont pas allées plus loin pour ne pas freiner l'entrepreneuriat. Mais Mhm. nous, on se dit que si on a les moyens d'aller plus loin, parce que c'est sûr que les normes, même ici, elles vont évoluer avec le temps, c'est sûr, j'en suis convaincu. Donc, Bien c'est pas sûr. mauvais d'essayer de dévancer quand on peut. Ouais, ça c'est plutôt bien. Et du coup, comme vous le dites, les normes vont évoluer. Il y a une demande. Du coup, le marché du skincare, bon, il est un petit peu saturé par plein de promesses, aussi bien de maquillage, de parfums, avec des formulations qui sont très complexes, compliquées à comprendre pour le consommateur
un petit peu lambda. Et puis, c'est vrai que en général, le consommateur est un petit peu à la recherche de plus de simplicité, des routines plus courtes. Comment Nadrelli se positionne-t-elle face à une concurrence un peu effrénée, à l'innovation ou un peu au m'as-tu vu, avec un parti pris aussi radical de sobriété et de minimaliste? Parce que c'est vrai que vos, vos, vos lignes sont elles ont l'air très efficaces d'ailleurs, et elles sont très directes, et on n'est plus habitué à ça, on est habitué à des gammes très larges, des routines très longues qui prennent énormément de temps. Du coup, comment vous vous positionnez par rapport à d'autres marques ivoiriennes, je suppose vous vous positionnez, comment communiquez-vous? Comment vous positionnez-vous par rapport aux autres marques? Et je pense que la réponse est dans la question, hein, vous l'avez dit. Nous, on est resté sur la sobriété et le minimalisme, toujours inspiré de nos traditions ancestrales, des choses qui ont fait leur preuve depuis toujours. Alors, vous savez, ce qui est efficace pour les peaux modernes aujourd'hui, je pense que c'est d'utiliser des produits qui sont le plus bruts possible. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dénutri, on est tellement carencé qu'on a besoin de produits qui sont chargés en actifs. Et il n'y a rien de tel que les extraits bruts. Et chaque fois que cela est possible, on va toujours privilégier le totum de la plante. Par exemple, on va utiliser le manioc en entier ou le curcuma en entier puisqu'un extrait. Parce que la plante, dans sa synergie telle qu'elle a été conçue par le bon Dieu, il y a un équilibre interne qui fait que elle va rester douce et ne va pas être irritante. Alors que quand on va en prélever un actif en particulier, on crée un déséquilibre. Alors c'est comme ça que nous, on a choisi de se positionner pour le soin des dépôts. Ok. Et par rapport à vos produits qui ont besoin d'une certaine éducation, hein, parce que euh, je pense que si on est en dehors de la Côte d'Ivoire, et même peut-être même en Côte d'Ivoire, vous allez pouvoir me le dire, on ne connaît pas forcément vos produits, euh, les ingrédients, et les gens redécouvrent quelque chose qui a un petit peu disparu en fait. Donc comment éduquez-vous le consommateur à cette approche plus consciente du soin? Oui, c'est à travers nos contenus. Vous savez, on a fait de la transparence l'un de nos piliers. Transparence, ça veut dire communiquer sur les ingrédients que nous utilisons, communiquer dans une certaine mesure sur nos process de fabrication et puis aussi sur l'univers que nous voulons créer. Donc, on le dit tous les jours, le patrimoine africain est tellement riche et tellement sous-estimé par les Africains eux-mêmes d'abord. Je pense Oui. que tous les autres connaissent la puissance et la valeur de ce que nous avons, sauf nous-mêmes. Et donc, ce projet, c'était aussi avant tout pour dire à tous les Africains, où qu'ils soient sur la terre, que ce patrimoine-là, il leur appartient et c'est à eux de le valoriser. Et je pense que les gens qui utilisent nos produits, ils s'en rendent compte après utilisation. Mais attends, le manioc, c'est efficace comme ça pour la peau, le gombo, le tamarin. Et ils se sentent en sécurité parce qu'ils utilisent des produits qui leur sont familiers, qu'ils ont l'habitude de consommer, mais autrement. Voilà. Mais c'est intéressant ça, cet héritage dont vous parlez qui s'est un petit peu perdu. Comment vous pensez justement qu'on pourrait mieux le promouvoir et peut-être même le redéfinir en fait? Parce que les gens ont quand même beaucoup de préjugés par rapport aux produits ancestraux. Énormément, énormément, ils pensent. Voilà, d'abord, comment le promouvoir? Il faut l'utiliser. Il faut utiliser ces produits. Et puis, il faut les transformer. Je veux dire, nous tous, on est dans une certaine mesure dépositaire de certains dons, talents. Mais dans ce que nous faisons, on peut choisir toujours des ingrédients, des choses qui nous entourent
ou bien des choses qui sont peut-être cachées, qui sont même en train de disparaître, et décider de les remettre au goût du jour et d'en parler partout autour de nous. C'est comme ça qu'une Mhm. tradition vit. C'est comme ça qu'elle survit parce qu'elle est utilisée. Et les nôtres sont en train de mourir parce qu'ils sont plus du tout utilisés. Et du coup, justement, c'est ça qui m'intéresse. Comment continuer à protéger, à faire revivre ces traditions qui se perdent? Moi, je pense que principalement, c'est par la transmission. Alors, donc nous d'abord en tant que marque, en utilisant les ingrédients du terroir africain, on fait vivre des métiers. Quand on va utiliser l'huile de palmiste, par exemple, nous on travaille avec des coopératives de femmes qui fabriquent du sel de façon traditionnelle, avec l'eau de mer, qui fabriquent l'huile de coco de façon traditionnelle. En travaillant avec ces coopératives-là, on fait vivre des savoir-faire traditionnels. Mais aujourd'hui, par exemple, on a des peuples qui fabriquaient des huiles de maternité pour les femmes après les couches et tout. Et on voit que ces savoir-faire-là sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce que les jeunes mamans aujourd'hui ne les utilisent pas. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne les utilisent pas? Faute de transmission. Leur mère à elle-même ne leur ont pas dit que voilà comment on prend soin de la femme qui vient d'accoucher. Donc il y a un gros problème, on est tous responsables de la situation qu'on vit actuellement et donc on peut tous être acteurs pour inverser la tendance en décidant de transmettre nos traditions à nos enfants et de les amener à les utiliser. Et nous, tous ceux qui créent des marques, en décidant de s'inspirer de ces traditions-là profondément, sans trop les dénaturer, je pense, parce qu'il faut que l'essence demeure. Bien sûr, tout à fait. Euh, Est-ce que vous pensez-vous que la lenteur, parce qu'on est dans un monde où maintenant, là, on a les WhatsApp, on a tout va extrêmement vite et vous proposez vraiment de la lenteur, de la douceur, de la cohérence. Est-ce que vous pensez que ça, ce sont les avantages, le USP, comme on dit, de votre marque? Est-ce que vous pensez que ce sont vraiment sur un marché qui est très concurrentiel, où on a en Europe, nous avons le Body Shop et on se dit, enfin, le Body Shop qui a réouvert en Côte d'Ivoire, je crois, non? Le Body Shop serait implanté en Côte d'Ivoire, non? Je Ah, ça, crois je qu'ils sais ont pas. ouvert une boutique, non? Ah bon? Mais je sais qu'il s'est implanté quelque part, le body... Ah non, le Body Shop a réouvert au Nigeria. Voilà. Et le Body Shop en Europe, c'était quand même, on va pas se mentir, la pharmacopée africaine, mais Ah, complètement remarketée sur le continent européen. hmm. Donc vous, par rapport à, hum, à une marque comme ça, le Body Shop, qui est un petit peu, euh, qui a tous les éléments de la pharmacopée africaine, le produit naturel, mais qui n'a pas cette ancestralité, comment comment ça vous inspire, ça vous énerve, euh, vous vous sentez comment par rapport à des marques comme ça qui parlent un petit peu de cette ancestralité, mais qui n'en sont pas vraiment représentatives et qui du coup peut-être éclipsent un petit peu un travail que vous faites. Et qui n'en sont pas dépositaires. Mais vous savez, la nature a horreur du vide. Ce que nous, les Africains, nous ne faisons pas, d'autres le feront. Et au lieu de se plaindre, je pense on devrait prendre nos responsabilités. Il y en a qui sont très fortunés sur ce continent et qui ont les moyens de porter ce genre de projet, ou bien de soutenir des initiatives qui vont dans ce sens-là. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas encore décidé de remarketer nos produits. Et c'est tellement dommage. C'est Mais tellement dommage. du coup, pourquoi vous pensez que moi, j'aimerais creuser un petit peu. J'aimerais vraiment creuser un petit peu. On n'a pas décidé de remarketer nos produits. Ok, why? Pourquoi? Quels sont les Parce freins? qu'on ne les valorise pas. C'est d'abord, c'est nous-mêmes notre regard sur notre héritage. Voilà. On n'y accorde pas de valeur. On ne voit pas de sens là-dedans.
Ce que nous valorisons, c'est ce qui vient d'ailleurs. Et moi, je le vois toujours. Des fois même, vous le voyez avec des clients, un ton condescendant, voilà, parce qu'il parle à une Africaine. Il n'aurait pas ce même ton s'il parlait à une autre race. Voilà, donc tant qu'on a ce regard-là sur nous-mêmes, on sera dans cette situation. Je pense qu'on n'est pas des Ok. victimes. Et du coup, ce regard sur vous-même est un problème c'est un problème par rapport à la compétition, justement, parce que les autres Mais produits qui viennent d'ailleurs sont automatiquement vus comme supérieurs. Et peut-être que, justement, on en parlait dans d'autres interviews, la, léba- la, lé- la labellisation, j'arrive jamais à dire ouais, ce nom, labellisation, labellisation. Ouais. voilà, des produits africains, euh, quel travail reste-t-il en Côte d'Ivoire par rapport à ça? Et est-ce que vous pensez que vous, s'il y avait un label Made in Africa spécifiquement un peu sur ce que vous faites, est-ce que vous pensez que ça pourrait aider votre industrie et vos produits? Énormément. Vous savez, le potentiel économique de notre secteur d'activité est tellement sous-estimé. Et ça fait mal. Parce que le marché est là. Le marché nous attend. Le marché, quand je dis le marché, je ne parle même pas uniquement du marché local, du marché africain. Le marché mondial attend des produits comme les nôtres. Mais justement, pour servir ce marché, on a besoin d'être soutenu. Mhm. On a besoin d'être soutenu. Nos produits sont efficaces, nos produits sont clean et le marché a besoin de ce genre de produits. Et Et, le marché et même quand vous sait que ce qui vient d'Afrique est efficace. Comme je vous dis, le marché le sait, sauf nous-mêmes. Ok. Et quand vous dites soutenu, j'aimerais creuser ça. Vous parlez de quoi? Ça veut dire quoi concrètement? À un moment donné, quand vous voulez, c'est le mot, non, scaler, quand vous voulez Oui? grow up, voilà, Ouais. à un certain niveau, vous avez besoin de financement. À un moment donné, et même pour les certifications, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les certifications pour vendre sur le marché européen et tout, demandent un accompagnement qui est très coûteux. Et ça, c'est difficile pour une marque de se l'offrir seule. Mais comme je vous dis, quand vous avez des objectifs, vous vous lancez. Et puis, vous n'attendez pas forcément quelqu'un pour vous tendre la main pour avancer parce que après tout, la marque se finance par elle-même parce que vous vendez, vous faites quand même des bénéfices et ces bénéfices, on va les réinvestir tant qu'on peut et puis essayer d'atteindre nos objectifs. Mais on pourrait le faire peut-être un peu plus vite, voilà, si on était soutenu. Je parle de soutien public, ce genre de choses. Voilà. Et du coup, vous pensez que en Côte d'Ivoire, l'industrie cosmétique n'est pas vraiment soutenue? Oui, les initiatives locales, on est plein de petites marques comme ça qui, on se débat. Voilà, Mhm. et non, pas suffisamment, mais ce n'est pas que la cosmétique, c'est l'entrepreneuriat en général. Voilà. Vous pensez, oui, évidemment, si les marchés locaux étaient peut-être plus mis en valeur avec de la communication gouvernementale, des soutiens financiers, et puis aussi peut-être tout ce qui consiste au déplacement des marchandises, parce que ça c'est très important si on veut scale aussi, de pouvoir se Oui, déplacer. Et du coup aussi, au niveau des matières premières pour le packaging et l'emballage de vos produits, ça se passe comment? c'est très compliqué. Là, il faut faire, bon, comme tout le monde, il faut commander des contenants depuis la Chine. Là, on a changé nos contenants parce qu'on voulait vraiment améliorer l'image de nos produits. Donc, il faut commander des contenants depuis la Chine et tout ça avec tout ce qui est droit de douane et tout. C'est vraiment, ça revient très cher. Donc, déjà, quand on arrive sur le marché, on est moins compétitif que des gens qui vendent depuis l'Europe et autres parce que quand vous importez des contenants depuis la Chine pour la France, vous allez payer beaucoup moins cher
peu. Quand moi, je vais commander les mêmes contenants que je vais les recevoir ici à Abidjan. Même pour ce qui est l'impression des étiquettes, tout ça, ça coûte beaucoup plus cher ici. Ça coûte Et, beaucoup et plus vous cher pensez que ici. c'est dû à quoi? C'est dû à quoi que ça coûte plus cher ici et qui fait ça? Ah, moi, je ne saurais vous le dire pourquoi les prestations de ce type-là sont plus chères en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Je ne sais pas. Ok. Un- Parlons un petit peu d'innovation et d'opportunité. Nadredli se situe quand même à la croisée du soin ancestral, mais aussi du luxe thérapeutique contemporain, hein. On verrait très bien, on imagine un spa, c'est très luxurieux, votre présentation, les formulations, les problèmes que vous résolvez sont très contemporains et en même temps, voilà, il y a quand même beaucoup de soins. Du coup, quelles opportunités voyez-vous pour les plantes africaines et les savoirs traditionnels dans le futur du skincare haut de gamme? Parce que vous êtes quand même, moi je vous placerai haut de gamme quand même, vous. La marque est très jolie, le, votre communication il n'y en a pas beaucoup, mais elle est très quali. On voit que les choses sont bien pensées, bien réfléchies. Il y a un certain contrôle autour de la marque et des produits. Donc pour moi, la marque, elle est, oui, c'est du luxe thérapeutique de haut de gamme, mais du coup, voilà, quelles sont les opportunités pour les plantes africaines et les savoirs traditionnels dans le futur? Est-ce que vous pensez que on pourra dans le futur se dire, oui, les soins africains, c'est du luxe? Donc déjà, merci beaucoup. Alors, pour bien, merci pour les compliments, hein. Mm. D'abord, ce dont vous parlez euh, des marques africaines sur le marché international ou bien de l'intégration des plantes africaines dans la skincare haut de gamme mondiale. Les deux. En fait, je pense que ça passe par les deux. Je pense que une fois que les D'accord. plantes individuellement seront... Alors, on va prendre un exemple très simple. Le beurre de karité. Pendant très longtemps, à l'étranger, moi, je me souviens très bien, chez mes amis, les pots énormes de beurre de karité dont personne ne se servait dans les Mhm, salles de bain et qui étaient un petit peu méprisés. Et puis mhm, tout d'un coup, le beurre de karité est devenu cet ingrédient magique qu'on a mhm, retrouvé absolument partout. Et c'est vrai mhm. que moi, quand le beurre de karité est devenu en vogue, je me suis dit, ah bah voilà, ça y est, ça commence, c'est l'envolée, et puis on va avoir une myriade. Et puis en fait, je trouve que c'est un peu au compte-gouttes malgré tout. Du coup, C'est nous, par exemple, en Europe, en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, et ce qu'on va beaucoup voir l'année prochaine, enfin cette année qui est dans 2 semaines, c'est la poudre de baobab. Oui, Voilà, et la vous savez poudre que de ça commence baobab. à être en rupture ici même. On en Pardon? trouve de moins en moins. Je dis ça commence à être en rupture ici dans les supermarchés parce qu'il y a une Alors, hype dessus maintenant. mais alors, voilà, innovation, les innovations ont aussi amènent aussi des problématiques. Parce que du coup, une innovation, donc la poudre de baobab, ça fait partie des innovations. C'est un nouveau ingrédient magique, parce que c'est vrai que ça a des propriétés quand même assez particulières et positives. Mais alors du coup, localement, c'est un petit peu comme tout, ça amène des problèmes aussi. Si localement, vous pouvez plus avoir de la poudre de baobab, donc ça m'intéresse ce genre de choses, c'est-à-dire que voilà, ça crée des innovations, opportunités, mais ça amène aussi un petit peu des problèmes. Donc oui, nous, on va avoir de plus en plus de produits avec de la poudre de baobab parce que c'est le nouveau super ingrédient. Mais je trouve que c'est un petit peu la reconnaissance, voilà, de ces super produits africains sont un petit peu lente. D'accord, donc vous posez plusieurs questions en une. Oui, Pour ce qui concerne l'intégration des plantes africaines dans la cosmétique internationale haut de gamme pour l'avenir, je pense que c'est déjà le cas, on ne parle même pas d'avenir. Quand vous regardez des marques de luxe,
regardez bien les compositions, les plantes qu'elles utilisent au-delà du beurre de karité, hein. Elles utilisent Oui, énormément de plantes issues de la pharmacopée africaine. Seulement, on ne le sait pas parce que dans les formulations, l'Afrique n'est pas créditée. c'est Voilà. vrai, c'est tout Donc à c'est pour fait. ça. Voilà, c'est pour ça qu'on ne le sait pas. Donc ce n'est même pas l'avenir, c'est le présent et certainement ce sera le futur. Maintenant, en ce qui concerne les ingrédients, une fois qu'ils sont parvenus à une reconnaissance internationale qui viennent à manquer sur le marché local, ça c'est une problématique tellement, c'est tellement grave parce que même avec le beurre de karité, moi je suis convaincue, ça commence déjà à se produire, ça va s'accentuer, ça devient de plus en plus cher. Et parce qu'il y a des usines qui s'implantent ici, par exemple en Côte d'Ivoire, et ces usines-là sont la propriété de personnes qui exportent uniquement sur le marché international, donc elles ne desservent plus le marché local. Et quel est le danger? Les fèves, elles ramassent toutes les fèves parce que elles payent les fèves avec les femmes, et comme elles payent plus cher, les femmes leur envoient toutes les fèves. Donc, et puis, elles Alors transforment, attendez, attendez, elles attendez, exportent tout. on va aller un peu plus lentement. Ça veut dire quoi? Elle paye les femmes avec toutes les fèves. Alors, Ça veut comment dire ça se quoi? passe, la fabrication du karité? C'est complètement artisanal et c'est les arbres de karité, normalement, on ne les plante pas. Ils poussent comme ça. Les fruits tombent, les femmes ramassent les fruits, elles s'en vont dans leur coopérative et puis elles transforment. Désormais, elles vont ramasser les fruits qu'elles s'en vont vendre à ces usines-là qui transforment en beurre de karité et puis qui vendent à l'international. Ces usines ne desservent pas le marché local. Il y a plusieurs dangers. Je vais les identifier. La première chose, c'est que désormais, elles vont ramasser ces fèves. Donc, les fèves sont plus accessibles, seront de moins en moins accessibles, hein, aux petites coopératives locales. Et comme le gros de la production se fera de façon industrielle, donc les unités artisanales de production, il y a un savoir-faire qui est menacé. Parce que peut-être on va trouver ça va moins vite, c'est plus lent, alors que l'autre, on produit rapidement, on vend. Mais, euh, alors si ce savoir-faire est menacé, c'est toute une culture autour de ces pratiques qui va aussi disparaître. Ce sont des sociétés entières qui vont être transformées. Donc quand moi je parle d'artisanat, de production à la main, de lenteur, c'est une manière de vivre et de voir le monde qui est en train de disparaître, qui est menacé aujourd'hui par le capitalisme à outrance. Mais donc c'est des écosystèmes très fragiles qui sont menacés. Et écoutez, ce sont des décisions étatiques qui peuvent protéger le marché local. Voilà, parce que c'est trop grand. Voilà, donc pour nous autres. C'est-à-dire que même peut-être qu'à un moment donné, nous, les marques locales, pour trouver des matières premières, ce sera plus difficile que ce soit la qualité et la quantité. Donc on sera encore moins compétitif parce qu'on sera obligé d'augmenter nos prix parce que la matière première sera de plus en plus chère. Ouais, c'est très très intéressant et ouais, enfin, on pourrait s'étendre là-dessus, mais Ouais, c'était ouais, très ouais. très 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 intéressant. Euh, et en fait, mon autre question était comment préserver l'authenticité de ces traditions tout en les faisant évoluer. Vous en avez un petit peu parlé aussi, mais j'aimerais C'est bien ça. qu'on développe un petit peu ça parce que ça fait quand même fait partie de... Oui, comment peut-on faire ça? Comment peut-on préserver l'authenticité des traditions? Et en même temps, on doit évoluer avec cette compétition. Mais bien sûr. Donc l'une des façons même de les faire, de les préserver, c'est de les faire évoluer. Vous avez parlé tout à l'heure de la façon dont on peut marketer les produits. Donc faire évoluer, c'est pas forcément dans le processus de fabrication, mais la présentation du produit, le narratif autour du produit et même les espaces où le produit doit se trouver. Voilà, il faut emmener nos produits
dans les plus hauts espaces. Parce qu'ils ont leur place, ils méritent d'être là-bas. Voilà. Donc, c'est à nous d'occuper les espaces de... Vous êtes communicante et je pense que des personnes comme vous, on en a tellement besoin pour parler, voilà, savoir dire les choses, savoir parler au monde moderne avec les codes de la communication moderne, mais avec un produit traditionnel. Mhm. Non, c'est vraiment, c'est très, 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 très intéressant. Euh, et je pense aussi que pour que ce soit réalisable, on a besoin on a besoin de l'éducation du consommateur Bien qui, sûr, lui, a des besoins, effectivement, vous l'avez dit, des problèmes de peau, de plus en plus, à cause de la... En tout cas, on parle je parle à l'étranger parce que moi, je vis en Angleterre, donc c'est ce que je connais le mieux. Je ne sais pas comment c'est en Côte d'Ivoire, mais la malbouffe, les problèmes de peau, le problème d'anxiété, de stress, exact. d'environnement, sont des questions qui sont très, très importantes. Et c'est vrai qu'il y a Mais oui, beaucoup de consommateurs qui se, qui se retournent, qui veulent un petit peu ralentir, prendre plus de temps, s'occuper d'eux, le well-being, le mental health, etc., etc., yeah, etc. yeah. Et vous, vous défendez vraiment l'idée que la peau, c'est notre deuxième bouche. Comment cette philosophie résonne-t-elle avec les nouvelles attentes des consommateurs, notamment autour de la clean beauty et du bien-être holistique? Oui, je pense que les consommateurs se sont rendus compte avec, on a accès aujourd'hui à la connaissance, à l'information. Et je cite une étude de mémoire, je me trompe peut-être, mais aux États-Unis, on disait que vous avez les deux tiers des cosmétiques euh, disponibles sur le pays qui étaient des vecteurs du cancer parce qu'ils utilisent des ingrédients qui sont potentiellement cancérigènes, donc controversés, ou bien même voilà, cancérigènes. Donc aujourd'hui, les consommateurs, on a tous compris que les cosmétiques, c'est des gros vecteurs de maladies métaboliques et de cancer. À partir de là, beaucoup de personnes veulent mettre sur leur peau uniquement des choses qu'elles pourraient assumer de manger. Donc, puisque la peau, elle fonctionne en absorption, voilà, elle va absorber tout ce qu'on va mettre dessus. Et donc, à partir de là, nous, on a choisi d'utiliser les ingrédients qui sont respectueux de notre peau et de notre environnement parce que on veut vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà, et on voit la différence, hein. On observe la différence quand on commence à utiliser des bons ingrédients sur notre peau. On se sent mieux. Voilà, même mentalement, on voit la différence. Moi, je l'ai vu quand j'ai tout changé. Le brouillard mental dans lequel vous vous trouvez constamment parce que vous avez énormément de substances toxiques au quotidien, à partir de la pâte dentifrice jusqu'à la crème pour cheveux, jusqu'à aux huiles minérales que vous mettez sur la peau tout le temps, c'est ces fatigues inexpliquées. Vous voyez la différence quand vous éliminez tout ça. Et du coup, vous pensez que les consommateurs aujourd'hui, et on va parler de votre marché un peu local, vous pensez que les consommateurs sur votre marché local, ils sont plus réceptifs, demandeurs d'une beauté qui est enracinée dans les traditions culturelles? Vous pensez que c'est quelque chose que les gens recherchent? Et du coup, Oui, quand ils le recherchent, peuvent-ils y accéder facilement? Parce que moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je parlais avec une jeune femme qui était à l'hôtel et elle me disait qu'elle avait énormément de mal à accéder à des produits de qualité. Et je trouvais ça étonnant. Je disais, mais non, mais on est quand même, on est en Côte d'Ivoire là, il y a des beaux produits, il y a de très jolies petites marques. Et elle me parlait du marché qu'elle trouvait. Et c'est vrai que quand j'ai été sur le marché, alors on trouve des matières brutes, mais la transformation, c'est encore compliqué. Et il faut faire très attention à ce qu'on achète, même quand sur un marché, hein, même quand on dit, oh, c'est naturel, hein.
Des fois, ça peut être un petit peu le manque d'étiquettes, le manque de trucs, on ne sait pas trop ce qu'on achète. Et du coup, Exactement. Oui, vous... alors le consommateur demande ses produits, mais la distribution. Voilà, quand vous entrez aujourd'hui dans un supermarché en Côte d'Ivoire, les produits que vous voyez, ce sont des produits importés. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus même que 80% des produits cosmétiques qui sont vendus dans notre pays qui sont des produits importés. Maintenant, les produits qui sont largement distribués, que vous trouvez partout dans les supermarchés, sont des produits qui ne sont pas forcément sains. Même quand ils sont fabriqués local, ne sont pas forcément sains pour la peau. Vous regardez énormément d'huile minérale, énormément de conservateurs, des formules. Même vous avez des grandes marques internationales qui vont fabriquer pour leur public africain avec des formulations complètement interdites dans l'Union européenne et en Amérique. Des produits complètement dangereux, mais qui sont fabriqués et distribués. Et ce sont ces produits-là qui sont distribués localement, qui foisonnent dans les grandes surfaces. Maintenant, des marques naturelles qui font des produits clean, la distribution n'est pas forcément dans ces lieux-là. Voilà. Alors Donc on essaie de... du coup, vous, par exemple, comment vous faites vos distributions? Comment ça se fait? Enfin, est-ce que vous êtes dans des supermarchés où vous faites que vous ne vendez que directement à vos consommateurs? Pourquoi, est-ce que vous avez essayé d'introduire ces réseaux de distribution? Non, pas les supermarchés parce que ce n'est pas notre espace, c'est pas notre cible. Maintenant, pour être connu, on essaie de communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà, de parler. Alors, mon combat, c'est pas forcément que toutes les personnes utilisent uniquement ma marque. Non, mais c'est que les consommateurs se réapproprient leur santé, comprennent les enjeux derrière les décisions qu'ils prennent quand ils vont choisir un produit cosmétique et qu'ils choisissent en connaissance de cause. C'est pour ça que vous avez certains de nos contenus qui ne mettent même pas l'accent sur un produit que nous vendons, mais on apporte une information au public. Donc nous, on n'a pas une communication produit-produit. Si vous observez, vous verrez bien sur notre plateforme, mais on a une communication éducation, prise de conscience. Et ça s'inspire beaucoup de mon parcours personnel. C'est des informations que je n'avais pas. J'ai pris beaucoup de mauvaises décisions et j'aurais aimé avoir toutes ces informations et ne pas les prendre. Et si on peut éviter ça à d'autres, et surtout aux jeunes filles. Surtout, je dis aux Oui. jeunes filles parce que c'est les plus grosses victimes de l'industrie cosmétique. Voilà, les standards de beauté actuels, ça met toutes les jeunes filles un entonnoir. Elles vont tous rentrer comme ça dedans et puis voilà. Et tout ça, c'est rempli de perturbateurs endocriniens qui vont voilà, gâcher leur vie tout simplement. Parce qu'au moment où vous êtes censé avoir plein d'énergie, vous sentir très bien, vous n'êtes pas bien du tout. Et vous n'arrivez même pas à comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien. C'est ça. Ouais. Du coup, pour conclure, comment Nadrelli souhaite-t-elle continuer à travers le soin, à une vision plus respectueuse de la beauté, où la peau peut enfin se poser, se réparer et respirer sans compromis entre héritage, santé et exigences contemporaines? Alors la première chose que nous souhaitons faire, c'est toujours continuer à mettre sur le marché des produits qui sont de bonne qualité, qui respectent nos consommateurs. Et ce sont aussi les valeurs qui viennent en amont, hein. Voilà. C'est-à-dire que il faut qu'on comprenne bien que la beauté, c'est d'abord et avant tout la santé. Et vous avez beaucoup parlé de lenteur et tout, parce que c'est physiologique. Le corps humain n'a pas été conçu pour les rythmes que nous soutenons aujourd'hui. C'est insoutenable. Il faut revenir à des rythmes normaux. Voilà. Et notre corps nous parle tous les jours, hein. Vers 20 heures, je pense qu'on a souvent envie de dormir, mais on se force. Parce que c'est physiologique de dormir à ce moment-là. Voilà. Et de se lever
tôt le matin par la suite. Donc, ce sont ces choses-là que nous, on veut promouvoir. On sait que tout le monde ne va pas changer, mais des personnes qui sont sensibles à, au bien-être vont écouter. Et puis, on veut toujours continuer à faire beaucoup d'éducation, à parler beaucoup. On aimerait en 2026 faire beaucoup d'ateliers et donc avec notre communauté, mais aussi un des projets qui est vraiment cher à mon cœur et que j'aimerais pouvoir développer cette année 2026 qui vient là, c'est parler aux jeunes filles, donc là où elles sont, donc aller les rencontrer et puis parler avec elles, discuter un peu, pour qu'elles comprennent un peu les enjeux qui se cachent derrière les décisions qu'elles prennent. Des fois, on se dit, j'ai pas d'argent, donc je vais peut-être acheter un produit qui coûte 500 francs, qui coûte 1000 francs. Et puis, mais est-ce qu'elles savent 1000 francs, les conséquences qu'auront ces 1000 francs-là sur leur peau? Et puis, les amener à fabriquer des petits soins qui coûtent vraiment moins cher avec un peu d'huile de palmiste, un peu de beurre de karité. On va fabriquer un petit soin pour ta peau. Tu vas voir qu'avec 1000 francs, tu peux avoir un produit très qualitatif. Donc tu n'es pas obligé de venir acheter Nadrili, peut-être que tu n'en as pas les moyens, mais tu peux fabriquer un petit truc pour prendre soin de ta peau et qui coûte moins cher. Et surtout, tu dois apprendre à t'accepter toi-même comme tu es. Ton potentiel beauté, tu dois le préserver en prenant soin de ton alimentation. Voilà. Donc les conséquences des fast-food sur leur santé, voilà, et sur leur beauté. Donc parler à ces petites filles-là parce que elles sont à un âge où elles écoutent. Et je pense que on va faire ce qu'on peut. Donc ça, j'aimerais vraiment le faire. Depuis 2 ans, je pense à ça, mais bon, en 2026, j'aimerais avoir du temps pour le faire. Écoutez, ce sont de très beaux projets et qui sont absolument, on en a aussi bien besoin ici. On a un petit peu, on voit un petit peu les mêmes générations se profiler avec les mêmes problèmes à l'horizon. Et je vous Ouais. souhaite vraiment, dans votre mission, d'y arriver. Vous avez une très belle marque avec des produits absolument qui ont l'air absolument fantastiques, d'une précision, avec une fabrication vraiment. On y voit tout le soin et je vous souhaite vraiment bon courage euh, dans votre, euh, dans votre mission cosmétique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous Vous en avez prie. lâché le mot, c'est une mission. Merci beaucoup. Merci.